routes, camps d'entraînement et même habitations, des dizaines de tirs visent les positions du Hamas. Le mouvement, considéré comme organisation terroriste par l'État hébreu, riposte par des tirs de roquettes. Cette nuit d'affrontement vient clôturer la journée la plus meurtrière depuis le début des hostilités. Dimanche, 42 personnes, dont 8 enfants, ont perdu la vie dans l'enclave palestinienne. Des victimes civiles accidentelles selon Israël, qui assure avoir ciblé un réseau de tunnels du Hamas. L'armée a également détruit le domicile du chef politique du mouvement, Yahya Sinwar. Le Hamas, lui, a tiré plus de 3100 roquettes depuis lundi, la plupart interceptées par le système de défense antimissiles. Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, les combats sont loin d'être terminés. המערכה שלנו נגד ארגוני הטרור ממשיכה בכל העוצמה. אנחנו גובים מחירים כבדים מאוד מהחמאס על התוקפנות הבלתי נסבלת שלהם. Côté israélien, au moins 4 policiers ont été blessés dans une attaque à la voiture bélier dans un quartier de Jérusalem. Le conflit s'étend également à la Cisjordanie, comme ici à Ramallah, où les Palestiniens ont affronté les forces de l'ordre israéliennes. مع ذلك لابد من استمرار هذه الهمة الشعبية العارمة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي دول العالم أجمع. En Cisjordanie et dans les villes mixtes d'Israël, de nombreux affrontements ont eu lieu toute la semaine. Em tempos de pandemia, a gente precisa cuidar dos nossos. Estamos preocupados em garantir a saúde dos colaboradores para continuarmos construindo sonhos. Em tudo. Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. L'armée israélienne poursuit sa campagne de bombardement aérien sur Gaza. Au moment où nous enregistrons, les raids s'intensifient et ont déjà fait plus d'une centaine de victimes côté palestinien, dont une vingtaine d'enfants. De son côté, le mouvement du Hamas qui contrôle la bande de Gaza a tiré plus de 1600 roquettes vers Israël, selon l'armée israélienne. Tout a commencé lundi dernier, une semaine après les affrontements sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et ailleurs, à Jérusalem-Est, illégalement occupée et annexée par Israël selon le droit international. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un spécialiste du Proche-Orient. Bonjour Antoine-Marie. Bonjour Lisa. Vous étiez notre correspondant à Jérusalem entre 2017 et 2020 et vous suivez de très près ce qui se passe sur place. Alors, on va essayer de revenir sur le début, d'où tout ça est parti. Les affrontements avaient commencé le 3 mai. Tout a commencé quand des Palestiniens avaient été blessés en marge d'une manifestation de soutien à des familles palestiniennes menacées d'expulsion au profit de colons juifs à Jérusalem-Est. C'est un conflit aujourd'hui dont on dit qu'il est politique, juridique et immobilier. Oui, c'est un conflit à tout point de vue qui dégénère malheureusement régulièrement parce qu'on ne s'attaque jamais aux causes profondes du problème, c'est-à-dire un accord politique, une solution politique. Du coup, il y a régulièrement des poussées de violence. Il y a eu plusieurs guerres récemment, on s'en rappelle, 2019, 2012, la dernière 2014, et puis des poussées de fièvre régulièrement, y compris quand j'étais sur place avec Cécile Gaudiou, on a eu à plusieurs reprises des moments où il y avait 2, 3, 400, 500, 600 roquettes qui étaient tirées parfois vers Israël, et évidemment les bombardements étaient également dans l'autre sens, puisque ça va toujours dans les deux sens. Là on est sur une poussée de fièvre plus longue, plus violente, la plus violente depuis 2014, et c'est un conflit à tout point de vue en effet parce que tout est parti de la question de Sharjara, qui est un quartier de Jérusalem-Est, qui est donc occupé selon le droit international, vous le disiez, occupé par Israël, et qui est un quartier majoritairement palestinien, et où il y a des familles qui sont en train d'être expulsées par la justice israélienne, même si la justice a fini par repousser sa décision, sans doute dans une volonté de calmer un petit peu le jeu, en tout cas pour l'instant, même si c'est repoussé d'un mois à peine, parce que tout est question de terre là-bas finalement. Chacun revendique ses terres, et là on voit une sorte de droit au retour pour les juifs, parce que ces logements étaient occupés par des juifs avant 1948 et donc la création de l'État d'Israël, mais en même temps les Palestiniens eux n'ont pas le droit au retour sur les mêmes terres ou pour les mêmes périodes. Donc il y a évidemment ce conflit qui est juridique concrètement, qui est immobilier, qui est la terre, et qui est évidemment politique, et donc on le voit, militaire et sécuritaire. Alors ça c'était, comme je disais, ça a commencé le 3 mai. Le 10 mai, c'est la date de la journée de Jérusalem qui célèbre côté israélien chaque année la conquête de Jérusalem-Est par les forces israéliennes en
1967. Donc ça, c'est encore une fois selon les Israéliens, c'est ce soir-là, après des affrontements qui ont fait des centaines de blessés sur l'esplanade des mosquées, qui est quand même très sacré. On se rappelle ce qui s'est déjà passé là-bas il y a quelques années. Des salves de roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël par le Hamas, et la dernière confrontation entre les deux remonte à 2014, plus de 2000 morts côté palestinien. Oui, Et des dizaines de morts côté soldats israéliens. 66 morts côté israélien, on était à 1500-2000 morts côté palestinien. Et même on était selon certains comptages à plus de 2000, ouais. Est absolument énorme, on le voit bien. On voit d'ailleurs qu'en ce moment même, il y a beaucoup plus de morts côté palestinien que côté israélien. Alors, il y a des malheurs des deux côtés, il ne faut absolument pas le négliger. L'ampleur, en revanche, des dégâts n'est pas la même d'un côté comme de l'autre, loin de là. Et vous le rappeliez, il y a eu ces tensions sur l'esplanade des mosquées. Les tensions ont commencé vers Sharjara, où il y a eu des affrontements avec des colons, etc. Parce que bien souvent, ce ne sont pas des gens qui habitaient dans ces logements dont on parlait tout à l'heure, qui veulent les récupérer, ce sont des organisations un peu d'extrême droite ou autres. Dans le but, et certains le disent ouvertement face caméra, de reconquérir ce quartier pour que ça devienne complètement juif. Et donc ça, parce que vous avez toujours des mouvements extrémistes d'un côté comme de l'autre, et qui ont un soutien parfois politique. Et puis ces tensions se sont déplacées sur l'esplanade des mosquées. Il ne faut pas oublier qu'on était en plein mois de Ramadan, qui est quand même un mois sacré, et en effet il y avait cette journée de Jérusalem. Donc pendant la guerre des 6 jours, Israël a conquis Jérusalem. Ils disent que maintenant c'est leur capitale unifiée, et qu'il est hors de question qu'elle soit divisée. Ce qui n'est pas reconnu par le droit international. Et la communauté internationale, dans son immense majorité, aimerait que Jérusalem soit la capitale de deux États. Jérusalem-Ouest, la capitale d'Israël, et Jérusalem-Est, la capitale d'un État palestinien. Et la vieille ville qui est au milieu, eh bien on peut trouver un statu quo, mais c'est dans cette vieille ville, 1 km², qui concentre les tensions. Voilà. Et juste un mot, c'est que les tensions, il y a eu de nombreuses manifestations, de nombreuses présences et des prières massives sur l'esplanade des mosquées. Ça a un peu dégénéré parce que pour cette journée de Jérusalem, il y avait un cortège, notamment de colons, qui voulaient se rendre sur l'esplanade des mosquées. Et cette mobilisation de la jeunesse palestinienne, sans les grands partis, Fatah, Hamas, mais cette jeunesse palestinienne vraiment a réussi finalement à faire plier le gouvernement israélien, qui a été obligé d'annuler à la grande colère des colons cela, sauf que la police a utilisé des grenades assourdissantes, etc., y compris à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, en plein de mois de Ramadan, encore une fois, ce qui était sacré, c'est ce qui a déclenché les roquettes du Hamas. Alors, j'aimerais juste parler d'une chose, puisqu'on parle aujourd'hui, on commence à parler d'affrontements entre le Hamas et Israël, on ne parle plus des Palestiniens et des Israéliens. Est-ce que ce n'est pas tout ce qui est en train de se passer, et les décisions prises par Benjamin Netanyahou et son gouvernement ne renforcent pas justement le Hamas, puisque l'autorité palestinienne, personne n'en parle. Mais personne n'en parle parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans ce conflit-là, je m'entends. Oui. Elle contrôle l'autorité palestinienne, et donc concrètement le parti Fatah, le parti laïque d'Arafat, et aujourd'hui de Mahmoud Abbas. Elle contrôle la Cisjordanie, et l'autre territoire palestinien qui est la bande de Gaza est complètement contrôlé par le Hamas. Donc vous avez deux territoires palestiniens, et vous avez deux autorités palestiniennes, entre guillemets. Ça a commencé à Jérusalem-Est, mais même à Jérusalem-Est, l'autorité palestinienne n'a aucun poids. Et on n'entend pas Mahmoud Abbas, qui, le moins qu'on puisse dire, c'est que même en termes de communication, ils ne se font pas beaucoup entendre, ils ne donnent presque plus d'interviews, c'est un pouvoir qui est un petit peu moribond et qui a du mal à se renouveler, très clairement. Oui. Alors, et la communauté internationale dans tout ça, on sait qu'aujourd'hui, on a appris que les États-Unis allaient envoyer un émissaire sur place pour essayer de calmer les deux parties, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a eu 2 tentatives au Conseil de sécurité, 2 tentatives pour faire passer une résolution, et c'est le veto américain qui a mis fin à tout ça en disant que c'était trop tôt pour pouvoir sortir une résolution du Conseil de sécurité, comme si il y avait peut-être une jauge à un moment donné qu'il fallait attendre pour sortir un peu cette arme. Qu'est-ce qui se passe avec la communauté internationale ? On sent que la communauté internationale, de toute façon, se désintéresse en partie du conflit israélo-palestinien. Ça a trop duré, ça lasse les gens. Et on voit bien, je ne sais pas si vous pouvez lire par exemple les mémoires de Charles Anderlin, qui était le correspondant de France de Jérusalem, il vient de les sortir. Et il raconte très bien que des responsables de sa direction lui ont dit, avant qu'il prenne sa retraite, ça n'intéresse plus personne, on n'en parle plus. Maintenant, on ne veut plus parler de ce genre de choses. Et pour les politiques, c'est exactement la même chose. Mais on peut parler d'un autre exemple, la Syrie par exemple. Vous entendez beaucoup aujourd'hui les dirigeants politiques mondiaux, la communauté internationale s'indigner de ce qui se passe en Syrie. Le gros de la guerre est passé, donc on n'en parle plus tellement. C'est un conflit qui dure, donc il y a une lassitude de la politique. Parce que la Syrie, quand on en parle, on a aussi peur que des djihadistes puissent quitter la Syrie, arriver en Europe, etc. Donc il y a un lien. C'est vrai que ça touche. Mais on a l'impression que ce conflit israélo-palestinien ne touche plus finalement les gens ça dans leur vie. Sauf quand il y a une nouvelle poussée de violence comme ici. Parce qu'en fait, on met la
entre Benjamin Netanyahou et le Hamas. On sent que pour l'instant il y a une sorte de feu vert de Joe Biden que l'on aperçoit et de son administration, parce qu'ils n'ont cessé de répéter qu'Israël avait le droit de se défendre. Je ne juge pas ni que ce soit bien ou pas, mais simplement les communiqués ont été particulièrement tièdes et on n'a pas senti une pression forte ni d'un côté ni de l'autre pour pouvoir faire baisser les tensions. Très concrètement, les Américains peuvent faire pression sur Israël et ils font pression sur le Hamas, pas directement parce qu'ils ne leur parlent pas, mais via l'Égypte et le Qatar. Donc ils font pression sur l'Égypte et le Qatar pour Qui qu'ils fassent essaye des d'ailleurs, oui, alors l'Égypte et le Qatar qui essaient de faire une médiation qui ne marche pas vraiment pour le moment. avec l'ONU sur place, avec l'ONU en plus, absolument. Mais on a l'impression aussi que Benjamin Netanyahou mise un peu sur la normalisation des relations avec certains pays arabes, ce qui fait que beaucoup de pays d'ailleurs ne réagissent pas encore à ce qui se passe là-bas, mais il ne faut pas non plus que le conflit dure parce que les opinions publiques dans ces pays-là pourraient aussi se manifester. C'est l'éternel problème. Vous savez, pendant très longtemps, c'était la position saoudienne d'ailleurs qui était unanimement respectée par les pays arabes, c'était il n'y aura pas de normalisation avec Israël tant qu'il n'y a pas une paix entre Palestiniens et Israéliens, qu'il n'y a pas un accord et une fin de conflit. Et puis Benjamin Netanyahou a œuvré, et avec une certaine réussite depuis des années, pour contourner cela et dire non, en fait c'est le contraire. Nous on va commencer à normaliser avec des pays arabes qui ont vu un intérêt économique. On a bien vu qu'avec les Émirats arabes unis par exemple, très rapidement ça a été des accords, tourisme dans le domaine des sciences, etc., une coopération, alors que l'accord a été signé, annoncé en août dernier. Et donc on va commencer par ça et ça poussera les Palestiniens à accepter, et puis finalement ils sont un peu matés entre guillemets, donc ils n'auront pas d'autre choix si en plus il y a la pression des autres pays. Alors, pour finir, un point qui est très important, c'est un front qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce conflit-là, ce sont les Arabes israéliens, ce sont les Palestiniens qui sont restés en Israël depuis 1948. Aujourd'hui, ils manifestent, ils s'expriment, ils ont déjà un poids politique parce qu'ils représentent 20% de la population. On a vu qu'ils ont joué un rôle aussi dans les élections, etc. C'est une grande nouveauté qui peut changer quelque chose de l'intérieur? C'est difficile de dire si ça peut réellement changer les choses. Je ne suis pas persuadé que ça puisse changer on n'a pas les choses. l'habitude. Ils ont un poids politique, ils ont un poids démographique, vous l'avez rappelé, c'est 20% de la population. Un Israélien sur 5 est un Arabe israélien. Politiquement parlant, oui, ils ont un nombre de députés qui varie un petit peu. Alors on se réveille tout d'un coup en disant tiens, là ils ont 10 députés, ils en avaient 15, celle d'avant, oui, bon, ils en avaient 13 déjà les 2 élections précédentes, donc ça fait quelques années quand même qu'ils ont un certain poids, sur 120 députés dans l'ensemble. Mais les voir prendre part, c'est une nouveauté. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, ce sont des affrontements. C'est difficile de dire qu'ils prennent vraiment part. C'est-à-dire qu'il y a une révolte d'une partie des Arabes israéliens qui ont mené des violences depuis une semaine sur le territoire israélien. Il y a une mobilisation de groupuscules d'extrême droite juifs qui s'en sont pris à des Arabes. Et il y a eu des lynchages et des attaques des deux côtés. Il y a eu des voitures incendiées, des restaurants incendiés, des gens attaqués, même un Arabe qui est décédé en tout début de semaine, qui a déclenché. Voilà. Mais il y a eu aussi des juifs pareils qui ont été attaqués. Donc il y a des violences très importantes des deux côtés. Ça montre les divisions qu'il y a au sein de la population israélienne, arabe ou juive, et ça montre aussi que finalement c'est peut-être là le danger le plus important pour Israël, plus que les roquettes du Hamas. Oui, l'homme dont vous parliez, c'est un homme qui a été considéré comme arabe et lynché par des militants israéliens d'extrême droite. C'était mercredi dernier. Merci beaucoup, Antoine, pour ces explications. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. À la semaine prochaine.